Bienvenue à la revanche de la mer, où des histoires musicales sincères touchent votre âme et peuvent même vous faire pleurer. Mon père disait que l'enseignement n'était pas une vraie carrière, juste quelque chose que les gens faisaient quand ils n'étaient pas assez bons pour autre chose. Et lors de son gala médical, debout sous un lustre qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, il m'a présenté à 320 invités comme mon fils, qui enseigne à la maternelle, faisant essentiellement du babysitting. Ils ont ri, tous. Le genre de rire qui vous déshabille de votre dignité. C'est à ce moment-là que la pièce a changé. La présidente de la fondation Ellington s'est approchée du microphone, a regardé mon père droit dans les yeux et a dit, introduction intéressante, Dr Walker. Maintenant, laissez-moi dire à tout le monde qui est vraiment votre fils. Vous voudrez peut-être vous asseoir. À ce moment-là, le monde n'a pas seulement cessé. Il a tourné. Je m'appelle Adam Walker, et c'est la partie de ma vie que je n'aurais jamais cru dire à voix haute. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes ici avec moi. Dites simplement j'écoute dans les commentaires ou dites-moi où vous êtes. J'adore entendre jusqu'où mon histoire peut aller. Parfois, même la plus petite connexion peut faire en sorte qu'une histoire se sente entendue. Merci. Et maintenant voici mon histoire. Et si ma voix signifie quelque chose pour vous, si vous vous êtes déjà senti méprisé, rabaissé ou sous-estimé, je vous serai reconnaissant de vous abonner. Cela aide plus de personnes comme nous à trouver un endroit où nos histoires comptent. Merci d'être là. La nuit où mon père a brisé ce qui restait de ma dignité a commencé sous les lumières dorées et chaudes de la salle de bal Sterling Ridge à Portland, où plus de 320 médecins, directeurs de conseil et donateurs médicaux se sont réunis pour célébrer son jalon de 42 ans en chirurgie cardiaque. Je me tenais près du fond de la pièce, à moitié dans l'ombre, le regardant sur scène alors qu'il recevait son prix. Ses cheveux blancs brillant sous le lustre, sa confiance rayonnant dans une pièce entièrement construite pour le louer. Quiconque le regardait aurait vu un homme au sommet de son héritage. Tout ce que je voyais était la distance entre nous, une distance lentement creusée sur une décennie de commentaires méprisants et de déceptions silencieuses, surtout quand il s'agissait de moi et de la carrière qu'il croyait inférieure à son nom. Je pouvais déjà prédire le scénario de son discours. Il avait utilisé le même ton pendant des années chaque fois qu'il parlait du monde médical, des patients qu'il avait sauvés, des percées auxquelles il avait contribué, du respect qu'il avait gagné. Rien de tout cela n'était faux, mais cela ne faisait que souligner à quel point il comprenait peu mon monde, celui dans lequel il n'avait jamais mis les pieds. Alors qu'il passait à la partie du discours qui reconnaissait les personnes qui avaient rendu ce voyage possible, mon estomac s'est serré. Il a appelé mon frère aîné en premier, le louant comme une étoile montante en médecine interne, sa voix gonflée de fierté réservée à un seul fils. Puis il s'est tourné vers la section des tables où je me tenais, et la pièce a suivi son regard. Ma gorge s'est serrée avant même qu'il n'ouvre la bouche. Et ceci, dit-il, faisant une pause juste assez longtemps pour que mes paumes transpirent, et mon fils, Adam. Il enseigne à la maternelle, faisant essentiellement du babysitting, mais cela lui convient. Sa voix portait facilement à travers les haut-parleurs, déclenchant une onde de rire à travers la salle de bal, le genre de rire poli qui blesse davantage parce que les gens pensent qu'il est inoffensif. La chaleur a rampé sur mon cou tandis que le son résonnait autour de moi. Je suis resté immobile, les doigts serrant le tissu de ma poche, se refermant sur mon téléphone comme s'il était une encre. Un instant, j'ai pensé que je pourrais partir, mais je me suis forcé à rester en place, la mâchoire serrée. J'avais entendu des versions de cette phrase toute ma vie d'adulte, comment l'enseignement n'était pas un vrai travail, comment j'avais gaspillé mon intelligence, comment n'importe qui pouvait faire ce que je faisais. Mais l'entendre amplifié par un microphone lors de sa plus grande soirée était quelque chose de complètement différent. L'humiliation s'est installée dans ma poitrine comme quelque chose de coupant. Mon téléphone a vibré. Un nouveau courriel est apparu à l'écran. Lettre de nomination jointe. Fondation Ellington. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'il contenait. Et je savais que la vérité contenue dans ce message avait le pouvoir de renverser la dynamique de toute cette soirée. Mais je l'ai gardé caché, brûlant comme un secret entre mes côtes. Ce n'était pas le moment de révéler quoi que ce soit. Pas encore. Puis je l'ai vue, Karen Ellington, la présidente de la fondation Ellington, se glissant dans la salle de bal et se dirigeant tranquillement vers l'avant. Elle n'était pas inscrite comme invitée. Elle n'était certainement pas là pour applaudir les réalisations médicales de mon père. Sa présence était un avertissement,
un changement de pression atmosphérique avant une tempête. Je l'ai regardé s'approcher de la scène, et j'ai réalisé avec une clarté saisissante que quelque chose était sur le point de changer, pas seulement pour mon père, mais pour moi. Les rires dans cette salle de bal m'ont ramené en arrière dans le temps, à une maison perchée sur Laurelhurst où la famille Walker dînait ensemble tous les soirs à 18h précises. Mon père s'asseyait à la tête de la longue table en noyer, récitant les victoires chirurgicales du jour comme s'il faisait un rapport à une classe attentive. Il parlait des artères comme des histoires et des anomalies cardiaques comme des rebondissements. Ma mère, Suzanne, hochait la tête. Mon frère, David, posait des questions techniques, et je restais tranquillement, attendant un moment pour lui parler du premier élève qui avait appris à écrire son nom ou de l'enfant qui avait enfin surmonté son anxiété de séparation. Mais il ne posait jamais de questions, et quand j'essayais de partager quand même, il offrait un bref sourire distrait avant de revenir à la médecine, le langage de la maison. Mon désir d'enseigner était toujours traité comme une phase temporaire, quelque chose qu'il supposait que je dépasserais une fois que j'aurais trouvé ma vraie voie. Quand je lui ai dit que je voulais postuler à l'Université d'État de l'Oregon pour l'éducation de la petite enfance, la déception sur son visage était si vive qu'elle a ressemblé à une réprimande. Ma mère est restée silencieuse, pliant des serviettes pendant qu'il me disait que je gaspillais un cerveau parfaitement bon. Je me souviens encore d'être resté dans le couloir après, la lettre d'acceptation à la main, essayant de me convaincre que mes choix comptaient, même s'il ne le pensait pas. Des années plus tard, quand j'ai soutenu ma thèse de master sur le neurodéveloppement précoce et le moment de l'intervention, il n'est pas venu. Il m'a dit après qu'il avait été programmé à la dernière minute pour des heures de garde, seulement pour que j'apprenne plus tard d'un de ses collègues qu'il avait assisté à un dîner avec d'autres chirurgiens. Ce n'est pas l'absence qui a fait mal. C'était la facilité avec laquelle il a prétendu que mon travail ne méritait pas sa présence. Les réunions de famille ne faisaient qu'accentuer le schéma. Lors des anniversaires et des fêtes, il me présentait toujours de la même manière, Adam travaille avec des enfants. Quelque chose dans l'éducation préscolaire. Je crois. Le sourire sur son visage ne correspondait jamais à la fierté qu'il avait pour la liste croissante des réalisations et des titres de mon frère. Je restais poliment, me rappelant que les enfants de ma classe reconnaissaient ma valeur même quand lui ne le faisait pas. Mais un souvenir s'est logé plus profondément que les autres. Le jour où j'ai obtenu mon master, mon père a serré la main de mon conseiller pédagogique et a dit « C'est dommage que le programme ne mette pas plus au défi ses étudiants. » Il le voulait comme une blague. Mais le commentaire a atterri comme un verdict. J'ai ravalé la blessure à l'époque, me convainquant que son approbation n'avait pas d'importance. Mais ce soir, l'entendre rabaisser ma carrière devant des centaines de personnes, j'ai senti tous ces moments enfouis remonter à la surface. Pour la première fois, je ne les ai pas repoussés. Ce soir, le récit qu'il avait construit à mon sujet était sur le point de s'effondrer, et pour une fois, ce ne serait pas moi qui resterais silencieux pendant qu'il raconterait mon histoire à ma place. 3 mois avant le gala, bien avant de connaître la tournure que prendrait la soirée, un courriel de la Fondation Ellington est arrivé dans ma boîte de réception alors que je nettoyais des peintures au doigt et des blocs alphabets après la classe. La ligne d'objet était si austère qu'elle ne semblait pas réelle au début. Invitation à un entretien, directeur de l'éducation. Je l'ai ouvert 2 fois juste pour m'assurer que les mots n'avaient pas changé. C'était un poste qui s'ouvrait presque jamais, responsable de la supervision des allocations de subventions médicales éducatives à l'échelle de l'État, un rôle avec une réelle influence, une réelle portée. Quelque chose de bien plus grand que les murs de la classe que j'avais passé des années à défendre. Et pourtant, je n'ai pas dit à mes parents. Je savais exactement comment cette conversation se déroulerait. Mon père la rejetterait comme un autre détour frivole dans ma vie. Ma mère, Suzanne, éviterait tranquillement de choisir un camp, et mon frère, David, demanderait si je comptais continuer à jouer à l'école pour toujours. Certaines nouvelles méritaient d'être protégées, du moins jusqu'à ce qu'elles deviennent solides. Une semaine plus tard, lors d'un dîner de famille auquel j'avais été invité, par obligation plus que par désir, la notification d'un courriel a clignoté sur l'écran de mon téléphone alors que je vérifiais distraitement l'heure. La fourchette de mon père s'est figée en l'air. Pas de téléphone à table, a-t-il claqué, comme si j'avais de nouveau 10 ans, et non un homme adulte avec une carrière qu'il refusait de reconnaître. J'ai rangé le téléphone et gardé la nouvelle pour moi. Elle ne leur appartenait pas. Pas encore. À l'approche de la date de l'entretien, mon père a commencé à me confier des tâches pour son gala comme si j'étais du personnel au lieu de son fils. Quand je lui ai finalement dit que je ne serais pas disponible pour aider à l'installation parce que j'avais un rendez-vous important,
il est resté silencieux un instant, comme il le faisait toujours avant que sa colère ne s'aiguise. Important, répéta-t-il comme pour tester le mot. Assez important pour ne pas aider ta propre famille. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas quelque chose que je pouvais reporter, mais il m'a coupé, m'accusant d'être égoïste, de ne jamais prendre mes responsabilités. De me cacher derrière un travail si insignifiant qu'un jour d'absence n'importerait à personne. Quelque chose en moi s'est brisé d'une manière étrangement calme. Pour la première fois, je n'ai pas ravalé ses paroles. Je lui ai dit calmement mais fermement que mon travail avait plus d'importance qu'il ne lui en avait jamais donné. Le silence au téléphone est passé de la colère à l'incrédulité. Puis est venue la phrase qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait mettre fin à une conversation à son avantage, « Si c'est plus important que ta famille, alors vas-y », c'était censé me ramener à l'obéissance. Au lieu de cela, cela a tout clarifié. Après avoir raccroché, je me suis assis dans l'obscurité de mon appartement et j'ai laissé le poids de ce que je savais s'installer en moi. Le Northwest Regional Medical Center, son hôpital, avait soumis une demande de subvention de 8 millions de dollars à la fondation Ellington, et le poste pour lequel j'étais interviewé avait une surveillance directe sur des subventions comme la sienne. Je n'avais pas demandé cette collision, mais elle arrivait quand même. Qu'il croie en la valeur de mon travail ou non, la vérité se dirigeait vers lui, et aucun de nous ne pouvait l'arrêter. Le matin de l'entretien, je me suis tenu au pied de la tour Ellington, regardant le bâtiment de verre qui reflétait toute la ligne d'horizon du centre-ville. Entrer à l'intérieur, c'était comme entrer dans une version de ma vie dont je n'étais pas entièrement sûr de mériter. Mais chaque pas dans le hall de marbre, chaque étage que l'ascenseur montait, me poussait plus loin de l'ombre sous laquelle j'avais vécu pendant des années. Au moment où j'ai atteint le 42e étage, mon rythme cardiaque s'était stabilisé en quelque chose de plus aigu que les nerfs. De la détermination peut-être, ou de la défiance. 4 personnes m'attendaient dans la salle de conférence. Karen Ellington à la tête de la table, posée et impénétrable. La docteure Laura Benson, que je connaissais de réputation, et 2 membres du conseil dont j'ai immédiatement oublié les noms dans le flou du moment. Quand ils m'ont demandé de me présenter, je n'ai pas parlé de mon père ou de mon nom de famille, mais du travail qui m'avait façonné. Ma classe, la recherche que j'avais effectuée sur le neurodéveloppement précoce, le programme pilote que j'avais construit avec des thérapeutes pédiatriques pour identifier les retards avant qu'ils ne se transforment en obstacles. Pour la première fois devant des personnes qui comptaient, je me suis senti vu. Puis Karen a glissé une pile de dossiers sur la table. Elle voulait que j'examine des exemples de propositions et que je discute de celles qui démontraient une forte intégration entre les soins de santé et l'éducation de la petite enfance. J'ai lu chaque dossier avec une concentration aiguisée par des années à faire le genre de travail que la plupart des gens ne remarquaient jamais. J'ai souligné le langage vague, les métriques manquantes, les plans éducatifs faibles déguisés en programmes de sensibilisation. Les membres du conseil semblaient surpris par la franchise avec laquelle je parlais, mais Karen s'est contentée de hocher la tête, prenant des notes. Lorsque j'ai atteint le dernier dossier, quelque chose en moi s'est arrêté. Northwest Regional Medical Center, l'hôpital de mon père. Une demande de 8 millions de dollars pour agrandir l'aile de cardiologie pédiatrique. Et glissé à l'arrière, remplissant à peine une demi-page, se trouvait le soi-disant composant éducatif. 2 courts paragraphes de promesses sans preuve. Pas de programme, pas de plan de mise en œuvre, pas d'éducateur qualifié, rien qui ne répondait aux normes qu'il prétendait valoriser. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais pas de panique, de clarté. Karen a demandé mon évaluation, inconsciente du lien de sang qui traversait la candidature. Je me suis forcé à répondre aussi honnêtement que je l'avais fait avec les autres. J'ai expliqué que la proposition était médicalement solide mais éducativement creuse, qu'elle manquait de substance et de structure, qu'elle ressemblait plus à une case à cocher qu'à un réel engagement. Elle a écouté, son expression inchangée. Quand j'ai terminé, la pièce était silencieuse jusqu'à ce que la docteure Laura Benson pose son stylo et me regarde directement. Vous savez qui a soumis ceci, n'est-ce pas? Inutile de faire semblant. J'ai hoché la tête une fois. Je leur ai dit que je me récuserais de toute évaluation formelle impliquant ma famille, mais que mon avis aujourd'hui était basé purement sur des normes professionnelles. Quelque chose dans la pièce a changé, non pas du doute, mais du respect. Karen s'est penchée en arrière, m'étudiant avec la même précision calme que j'avais vue en elle plus tôt. Puis elle m'a dit ce que je ne m'étais pas permis d'espérer. J'étais le candidat le plus fort qu'ils aient vu, et elle soumettait mon nom au conseil ce soir-là. La décision n'était pas finale,
mais elle était assez proche pour sembler réelle. Quand je suis sorti de la tour Ellington, l'air était différent. Vif, électrique, presque léger. Mais sous tout cela, il y avait la réalisation croissante que la vérité que je portais se dirigeait droit vers mon père, et il n'y avait aucune version de cette histoire où il serait prêt. Au moment où je suis sorti de la tour Ellington, l'air de fin d'après-midi était plus vif qu'il n'aurait dû l'être, comme si la ville elle-même comprenait que quelque chose dans ma vie avait changé. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement. D'abord mon père, puis ma mère, puis mon frère, tous appelant frénétiquement. J'ai laissé l'écran s'allumer et s'éteindre sans répondre. Je savais exactement ce que ces appels signifiaient et quels mots m'attendaient à l'autre bout. Il n'y avait aucune version de la conversation où je ne serais pas poussé, pressurisé ou culpabilisé à annuler ce que j'avais accompli seulement 1 heure plus tôt, et je n'étais pas prêt à entendre quoi que ce soit. Mais le silence ne dure qu'un temps. Le nom de ma mère est apparu de nouveau, et cette fois la culpabilité m'a fait décrocher. Sa voix était tendue, forcée, comme elle l'était toujours quand elle était prise entre les attentes de mon père et mes sentiments. Elle m'a dit qu'il était furieux et que je devais venir à l'hôtel tout de suite, qu'il avait compté sur moi pendant des jours pour aider à finaliser les arrangements de son gala. Je pouvais entendre la tension derrière ces mots, la peur de le décevoir, le poids qu'elle avait porté pendant des décennies, et qu'elle m'avait tranquillement transmis. Je lui ai dit que je serais là, mais je n'ai pas promis plus que cela. Quelques minutes plus tard, mon père a appelé. Sa voix n'a pas commencé par de la colère. Elle a commencé par une accusation. Il a exigé de savoir si j'avais vraiment l'intention d'ignorer les besoins de ma famille pour un rendez-vous. Il m'a rappelé de nouveau que cette soirée était le sommet de sa carrière, un moment qu'il avait gagné par le sacrifice, et que je le mettais en péril en choisissant quelque chose qui, selon ses mots, ne pouvait pas être plus important que d'être présent pour ton propre père. Je l'ai laissé parler, laissant chaque pic familière m'atteindre sans s'enfoncer cette fois. Quand il a fait une pause assez longue pour que je puisse répondre, je lui ai dit la vérité, que l'entretien pourrait changer ma vie d'une manière qu'il n'avait même pas essayé d'imaginer. Il y a eu un temps calme, comme s'il ne savait pas trop comment gérer l'idée que je me défendais. Puis il l'a écarté d'un ricanement. Il a changé de tactique comme il le faisait toujours quand la logique ne fonctionnait pas. Il a dit qu'il avait invité la docteure Laura Benson au gala, convaincu que sa présence me motiverait à me présenter plus tôt. Il ne savait pas qu'elle s'était assise en face de moi ce matin-là dans la salle d'entretien, qu'elle avait écouté ma vision et mes plans avec un respect qu'il ne m'avait jamais offert. Il pensait que d'invoquer son nom me ferait rentrer dans le rang. Au lieu de cela, cela a révélé à quel point il comprenait peu la direction que prenait ma vie. Avant que je puisse même rassembler une réponse, il a prononcé la phrase qui m'a fait tordre l'estomac. Si j'arrivais en retard, dit-il, je ne devrais pas m'attendre à me tenir avec la famille sur scène. Il l'a dit calmement, comme si me priver d'appartenance était une juste conséquence. J'ai ressenti un petit tremblement dans ma poitrine, mais je n'ai pas reculé. Je lui ai dit que je ne montais pas sur cette scène pour son approbation. Je ne l'avais jamais fait. Nous avons raccroché sans résolution, sans compréhension. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas mon père. C'était la Fondation Ellington. Votre nomination a été approuvée. Les mots étaient clairs, silencieux, presque doux. Pourtant, ils m'ont frappé avec force. Je suis resté immobile sur le trottoir, laissant les gens me contourner, réalisant que je détenais quelque chose que mon père n'aurait jamais pu anticiper, quelque chose qu'il avait passé des années à se convaincre que j'étais incapable de gagner. Quand je suis finalement entré dans l'hôtel au Sorn Plaza, les préparatifs du gala battaient leur plein. Des membres du personnel se précipitaient dans le hall, ajustant les centres de table et testant les systèmes de sonorisation. Ma famille n'était nulle part en vue. Ils étaient à l'étage avec les organisateurs, accomplissant les derniers rituels pour la nuit parfaite de mon père. Je n'étais pas là pour aider. Je n'étais pas là pour arranger quoi que ce soit. J'étais là parce que je devais voir de mes propres yeux comment la vérité se dévoilerait quand mon père se tiendrait sur scène et me présenterait comme le fils qui fait du babysitting. Je ne savais pas exactement comment la nuit se déroulerait, seulement que rien ne se passerait comme il le pensait. Lorsque je suis entré dans la salle de bal, les sièges étaient déjà remplis et les lumières avaient été tamisées pour encadrer la scène où mon père se tenait au centre, baigné d'une auréole de lumière blanche. Les applaudissements qui l'ont accueilli étaient tonitruants, le genre d'applaudissements qui suivent une vie de prestige. Je me suis dirigé vers la table 14, placée délibérément loin de la section familiale à sa demande. En m'asseyant,
je pouvais voir ma mère au premier rang, les mains serrées, mon frère flanquant mon père avec une fierté aisée et confortable. Il correspondait à l'image qu'il voulait projeter. Je n'avais jamais fait. Mon père a commencé son discours et la pièce s'est penchée. Il a parlé des chirurgies d'urgence, des appels de minuit et des décennies passées à sauver des vies. Il a bien parlé. Il le faisait toujours, et le public a écouté par respect qu'il avait incontestablement gagné. Mais sous la fierté dans sa voix, je pouvais entendre autre chose, quelque chose qui avait façonné toute mon enfance, la certitude que son travail était plus important que celui de quiconque. Puis vint la partie que je redoutais. Il invita mon frère à se lever et le loua d'avoir perpétué l'héritage familial, le qualifiant d'avenir de l'innovation cardiaque. Les applaudissements reprirent, chaleureux et sincères. Quand ils se turent, il se tourna vers la table 14, vers moi. Je gardais les yeux fixes, même si le malaise familier me serrait la poitrine. Son sourire changea, se resserrant juste assez pour me faire savoir ce qui allait arriver. « Et voici mon fils cadet, Adam, dit-il, son ton plongeant dans une fausse affection. Il enseigne à la maternelle, ce qui, pour être honnête, est essentiellement du babysitting. » Le rire se répandit instantanément, une vague nonchalante à travers la pièce. Les gens riaient parce qu'il le faisait paraître comme une blague, parce que me rabaisser était quelque chose qu'il faisait avec une telle facilité qu'il supposait que cela devait être inoffensif. Il n'avait aucune idée du nombre de fois où j'avais entendu cette même phrase. Alors que le son s'estompait, j'ai regardé vers l'entrée et je l'ai vue, Karen Ellington, entrer dans la salle de bal. Elle ne souriait pas. Elle ne se faisait pas petite, et elle n'était pas là pour être discrète. Elle se déplaçait avec une détermination qui rendait l'air différent. Et j'ai su alors que la nuit était sur le point de s'aventurer en territoire inconnu. Quand Karen Ellington est montée sur scène, toute la salle de bal a semblé se resserrer autour de sa présence. 320 médecins, administrateurs, donateurs et connaissances familiales. Tous sont tombés silencieux en même temps, comme si quelqu'un avait appuyé une main contre l'air et l'avait maintenu immobile. Mon père est resté figé à côté du podium, le pris dans sa main scintillant sous les lumières. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Il n'avait aucune idée que le récit qu'il avait contrôlé pendant des décennies était sur le point de lui échapper. Karen a commencé doucement, son ton respectueux. Elle a loué ses 42 ans de service, son dévouement, ses innombrables nuits en salle d'opération. Les gens ont hoché la tête, et pendant un instant les épaules de mon père se sont détendues, rassurés que cette interruption ne ferait que polir davantage son image. Puis elle a changé, son expression s'est tendue avec détermination alors qu'elle s'adressait à la salle. « Il y a quelque chose d'important qui doit être clarifié ce soir, a-t-elle dit. Et j'ai senti chaque muscle de mon corps se contracter. Tout ce qu'elle était sur le point de révéler changerait non seulement la dynamique entre mon père et moi, mais la façon dont toute cette salle nous voyait tous les deux. Elle a annoncé que la Fondation Ellington avait nommé un nouveau directeur de l'éducation, quelqu'un qui superviserait, évaluerait et approuverait les demandes de subventions médicales à l'échelle de l'État liées à l'intervention précoce et à l'éducation communautaire. Le titre à lui seul a provoqué une vague de confusion dans la salle de bal. Quand elle a prononcé mon nom, j'ai entendu le gasp collectif derrière moi. Les gens qui avaient ri quelques minutes plus tôt se sont retournés dans leur siège, les yeux grands ouverts, leurs expressions passant de l'amusement à l'incrédulité. Quelques médecins ont murmuré les uns aux autres, choqués que l'enseignant de maternelle que mon père moquait ait accédé à un rôle qui détenait une réelle autorité dans leur monde. Je me suis levé de la table 14. Le chemin vers la scène me parut plus long qu'il n'aurait dû, et le silence était si profond que mes pas résonnaient. Quand j'ai atteint l'estrade, Karen a posé une main ferme sur mon épaule avant de se tourner de nouveau vers le public. Elle a brandi un dossier, la proposition du Northwest Regional Medical Center. Ceci, dit-elle, est l'une des plus grandes demandes actuellement en cours d'examen, et le fils du docteur Walker sera celui qui supervisera son processus d'évaluation. Le visage de mon père se vida de ses couleurs. Il ne savait pas. Il s'était célébré sans réaliser que l'institution même portant son héritage dépendait désormais de mes normes. Quand elle m'a tendu le microphone, mes doigts ont tremblé un instant, mais ma voix est sortie stable. J'ai parlé de l'importance de l'éducation de la petite enfance, non pas comme une réflexion après coup, non pas comme du babysitting, mais comme le fondement de tout développement neurologique, émotionnel et académique. J'ai expliqué comment le langage précoce, la coordination motrice et la régulation émotionnelle jouent un rôle crucial dans la façon dont les futurs patients décrivent leurs symptômes, suivent les conseils médicaux et survivent aux crises.
Je leur ai rappelé que chaque chirurgien, chaque médecin, chaque professionnel dans cette salle avait un jour été un enfant apprenant à tenir un crayon, à décrire l'inconfort, à demander de l'aide et à faire confiance aux adultes. La salle a changé. Certains médecins ont hoché la tête lentement, absorbant le poids de ce qu'ils avaient négligé. D'autres semblaient mal à l'aise, peut-être reconsidérant le rire qu'ils avaient partagé plus tôt. J'ai veillé à ce que mes derniers mots soient clairs, stables, délibérés, j'ai l'intention de maintenir les normes les plus élevées dans ce rôle, et cela s'applique à chaque institution de cet État, y compris celle où mon père travaille. Quand j'ai reposé le microphone, le directeur a signalé la transition de nouveau au programme, mais rien ne semblait pareil. Mon père regardait le sol, incapable de retrouver la certitude avec laquelle il était monté sur cette scène. Dans ses yeux, j'ai vu de la confusion, de la douleur, et quelque chose que je n'avais jamais vu de sa part auparavant, la peur. Lorsque le gala s'est terminé, la dynamique de la pièce avait entièrement changé. Des médecins, des administrateurs et des chercheurs m'ont approché avec une curiosité sincère, posant des questions sur les stratégies d'intervention, sur les programmes communautaires, sur le rôle que je jouerais dans les futures décisions de financement. Certains se sont excusés discrètement d'avoir ri plus tôt. D'autres ont simplement essayé de comprendre comment ils m'avaient si longtemps mal jugé. À travers la salle de bal, mon père se tenait seul, plus entouré d'admirateurs. Pour la première fois ce soir-là, personne ne s'est pressé de lui serrer la main ou de le féliciter. L'isolement semblait l'engloutir entièrement. Quand il est finalement venu vers moi, il a forcé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis fier de toi », a-t-il dit, les mots raides, comme s'ils avaient été tirés d'un endroit profond et réticent. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Non pas de la colère, mais de la clarté. La fierté ne signifie rien, ai-je dit, quand elle n'apparaît que parce que j'ai maintenant de l'autorité. Je n'ai pas besoin que tu sois fier de moi. J'ai juste besoin que tu respectes ce que je fais. Il a baissé les yeux, la façade se fissurant de petites manières subtiles. Au cours des semaines suivantes, il a appelé plus souvent qu'il ne l'avait fait au cours des 7 dernières années, combinées. Non pas pour s'enquérir de ma vie, mais pour se renseigner sur la proposition de subvention. Le Northwest Regional Medical Center avait été informé que leur soumission initiale manquait de la profondeur éducative requise. Il a demandé si je pouvais le conseiller. Je lui ai dit que toute communication devait passer par le bureau de la Fondation Ellington, sans exception. Il n'a pas discuté. Il savait qu'il ne pouvait pas. La proposition révisée est arrivée des mois plus tard, plus resserrée, mais toujours insuffisante. Le conseil n'a approuvé que 4 500 000 $ au lieu des 8 millions demandés. Ce n'était pas ma décision. Je m'étais formellement récusé, mais les normes appliquées par mon équipe étaient strictes. Pour une fois, mon père a dû naviguer dans un système qu'il ne pouvait ni charmer ni commander. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose a changé en lui. Il a commencé à lire des articles que j'avais recommandés des années auparavant. Il a demandé des recherches sur le neurodéveloppement précoce. Et un matin, il a appelé pour poser une question qui m'a stupéfié, « Puis-je visiter votre classe ?» J'ai accepté, non pour validation, non pour me prouver, mais parce que je voulais qu'il comprenne le monde que j'avais construit sans lui. Quand il est arrivé, il s'est assis sur une petite chaise parmi des enfants de 5 ans, essayant maladroitement d'aider un enfant à tenir correctement une paire de ciseaux. Ses mains, les mêmes mains qui avaient effectué des centaines d'opérations vitales, tremblait alors qu'il guidait un enfant à travers la coupe d'une seule ligne droite. Je regardais tranquillement du fond de la pièce, ressentant un mélange inattendu de tristesse et de sympathie. Pour la première fois, il n'était pas le chirurgien, ni l'autorité, ni le patriarche. Il était juste un homme essayant de comprendre quelque chose qu'il avait rejeté pendant des décennies. Après la classe, il m'a regardé, les yeux plus doux que je ne les avais jamais vus. « Maintenant, je comprends pourquoi tu as choisi ça », a-t-il dit. Je ne me suis pas précipité pour le rassurer. Je n'ai pas rempli le silence de pardon. Je l'ai laissé s'asseoir avec la réalisation qu'il avait gagnée par lui-même. Quand j'ai finalement parlé, c'était simple, tu n'as pas à tout comprendre. Tu as juste besoin de savoir qu'aucun travail n'est petit. Il a hoché la tête lentement, sans protestation. C'était nouveau. C'était important. Alors que je sortais de la pièce, le poids que j'avais porté pendant des années me parut plus léger. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais arrêté d'essayer de le faire. Je n'avais plus besoin de m'intégrer à son monde.
Je n'avais plus besoin de me rabaisser pour maintenir la paix. J'étais sorti de l'ombre qu'il projetait, non en le vainquant, mais en me choisissant moi-même. Et à partir de ce moment, j'ai vécu non par permission, mais par mes propres décisions. Dans le calme après le départ de mon père de la classe, je suis resté un instant, laissant le silence s'installer autour de moi. Les petites chaises, les crayons éparpillés, les dessins inachevés scotchés au mur. C'était le monde que j'avais choisi bien avant que quiconque ne pense que cela importait. Pendant des années, j'avais cru que je devais lui justifier ce choix, que je devais prouver quelque chose à un homme qui ne croyait pas que quelque chose de significatif pouvait se produire dans une pièce pleine d'enfants. Mais en le regardant lutter avec une paire de ciseaux de sécurité pour enfants, en voyant sa certitude se transformer en humilité, j'ai réalisé quelque chose de profond. La validation que j'avais cherchée la moitié de ma vie n'avait jamais été à lui de me la donner. Et le pouvoir qu'il avait sur moi n'avait toujours été que le pouvoir que je lui avais confié. En rentrant chez moi ce soir-là, la lumière tardive de Portland filtrait à travers les nuages dans une douce brume gris dorée. Des gens se précipitaient devant moi, des parents, des étudiants, des infirmières en blouse sentant encore légèrement l'antiseptique, des ouvriers du bâtiment, des navetteurs. J'ai pensé à tout le travail invisible qui se déroulait dans ces vies. Le travail que personne ne monte sur scène pour applaudir. Un travail qui n'est ni glamour ni digne des gros titres, mais qui soutient des communautés entières. Il m'a alors frappé de voir combien de personnes doivent connaître ce sentiment d'être sous-estimées, rejetées ou éclipsées par quelqu'un qui croit que ses réalisations valent plus. Combien de personnes se rabaissent, elles et leur propre famille, juste pour maintenir la paix? Combien portent le poids des attentes de quelqu'un d'autre comme une ancre attachée à leur côte? J'avais l'habitude de penser que la petitesse était une sécurité. Que si je restais silencieux, si je restais aimable, si je restais en arrière-plan, je pouvais éviter les conflits. Mais vivre tranquillement s'accompagnait de sa propre souffrance. La souffrance d'être invisible là où cela importait le plus. Et la nuit du gala, quand mon père a utilisé le microphone pour transformer mon existence en une blague, quelque chose en moi a finalement refusé de rester silencieux. La vérité est que, au moment où Karen a prononcé mon nom, la pièce n'a pas seulement changé pour lui. Elle a changé pour moi. Pour la première fois, j'ai vu la distance entre ce que l'on m'avait appris à être et qui j'étais réellement. Et une fois que vous voyez cette distance clairement, vous ne pouvez pas la désapprendre. Vous ne pouvez pas revenir à vous rabaisser pour quelqu'un qui refuse de grandir. Mon père et moi ne sommes pas soudainement guéris. Le respect se reconstruit brique par brique, il n'est pas transmis en une seule conversation.